D'accord, j'ai demandé une photo. Hein. Donc si vous n'avez pas fait, non, c'est bon, on peut lancer le générique. On peut lancer le générique, c'est là. Très bien. Nous sommes aujourd'hui le samedi 27 juin. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs de la JKS TV. Nous sommes là aujourd'hui pour parler du 13e anniversaire de l'attentat de Bouaké. Pour en parler aujourd'hui, je reçois deux invités. Le premier, il est à ma droite. Il est enseignant, mais il est aussi politicien. Il s'appelle Abi Bama. Bonjour Abi. Bonjour. Le deuxième, c'est un confrère, c'est même un collègue, Ignace, rescapé du fameux attentat. Bonjour Guy. D'accord. Nous aurons 1 heure d'émission. Sans plus tarder, nous allons voir du côté de la technique. On a un élément filmé à vous proposer, et c'est un petit peu qui fait un point de cet attentat qui a eu lieu le 29 juin 2007. À tous ceux qui sont ici, qui ont souffert aussi de ma gouvernance, de mes actions en tant que Premier ministre, je vous demande pardon. Guillaume Soro est élu président de l'Assemblée nationale en 2012. Mais en 2011, la crise post-électorale qui a fait 3000 morts a fini par montrer la fragilité de l'unité nationale. Très vite, il entreprend une tournée nationale de réconciliation de la région du God de la Guinée-Bissau, zone favorable à l'ancien président Laurent Gbagbo. Guillaume Soro cherche à penser les blessures. Avec une forte dose d'humilité, il assume sa part de responsabilité dans la crise et demande pardon. D'ailleurs, il est le seul à ce jour à faire preuve de ce courage politique en Côte d'Ivoire. En 2017, il place l'année parlementaire sous le sceau du pardon et de la réconciliation. Je souhaitais que cette première année de la présente législature soit consacrée à l'approfondissement du pardon et de la réconciliation des Ivoiriens par-delà leur communauté ethnique ou leur appartenance ou sensibilité politique. Au début, il est accusé de vouloir faire de la récupération. Plus tard, la classe politique s'approprie le concept. Mais Guillaume Soro avec une longueur d'avance, certainement parce qu'il avait perçu tôt le sens de ses valeurs pour avoir connu le maquis et ses turpitudes. Guillaume Soro a côtoyé la mort sur toutes ses facettes. La dernière, officiellement connue, était le 29 juin 2007, quand son avion a été bombardé à Bouaké. Il était Premier ministre en ce temps. Il a clairement identifié ses agresseurs, mais il n'a pas engagé d'action judiciaire contre eux. Encore moins manifesté un esprit de vengeance. Il a pardonné. En fait, ce que je voulais faire, c'est comme une sorte d'exorcisme. Parce que quand il y a eu un grand traumatisme, professeur, parler, ça libère.
Je sais donc ce que vous avez vécu. Alain qui est là avec moi. On était dans un avion, on a tiré sur l'avion. 4 sont morts sur le champ. Ceux qui ont tiré là, je les connais. Mais est-ce que vous m'avez une fois vu venir dire que je vais me venger? Je peux vous raconter des histoires comme ça, où des gens à ma droite morts, à ma gauche morts. C'est très douloureux. Et justement, j'ai vu que le porte-parole avait du scrupule pour en parler. Il ne faut pas avoir du scrupule. Parler pour pardonner. Je viens au nom de l'Assemblée nationale, de l'institution, pour vous dire qu'il faut pardonner. Que votre cœur s'apaise. Et il faut apprendre à avancer. Nous tous, c'est un exercice qu'on doit faire. Vous avez parlé de la question d'un de vos fils, Lida Kwasi Moïse, je le connais très bien. Lida était enseignant, on s'est connu, et puis il était responsable au FPI quand je dirigeais, on s'est bien connu. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect. Non, vous m'avez dit, j'ai compris. Mais voyez-vous, la question de la réconciliation, c'est ça qui va permettre que les cœurs, aussi bien du côté droit comme du côté gauche, s'apaisent et puis vraiment on se retrouve. Il n'y a pas un camp qui a raison tous les jours, tous les matins, tout le temps. Et puis un camp a tort tous les matins, tout le temps. Non. On a tous tort. On a peut-être tous un peu raison. Chacun n'a qu'à faire son autocritique. Mais si tu dis que toi tu as raison, bon tu n'as rien fait, bon toi c'est les autres qui ont... Non, 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 arrêtons ça. Arrêtons ça. Nous aussi on a commis des erreurs. Les autres ont commis des erreurs. Mais il faut qu'on accepte de s'asseoir ensemble, de parler ensemble et de trouver les solutions. C'est ce que je pense. Et c'est mon point de vue. Et je vais continuer à parler de réconciliation parce que la Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation. Parce que tant que la Côte d'Ivoire n'aura pas réglé la question de la réconciliation, on se fatigue. Ce sera de revanche en revanche. Parce que le pouvoir là, bon, le pouvoir là, ça finit toujours. Ou bien, ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça finit. Le jour où ça finit là, si l'autre vient, et puis il dit, bon, sortons les anciens dossiers, on va regarder. Bon, on va faire comment? Donc, il faut à un moment donné arrêter le cycle. Quand on est au pouvoir, on a l'impression qu'on est tellement fort, on est tellement puissant, on peut... Non, non, pardon. Le pouvoir là, ça blague un temps. C'est tout. Vous voyez même, quand tu vas dans un restaurant pour manger et puis tu veux critiquer au fond, on dit attention, il ne faut pas critiquer au fond parce qu'il se transforme en mouche pour venir écouter ce métier. Vous n'avez pas entendu ça? Non, on n'a pas entendu ça. Mais le jour où on a dit Oufou est mort, j'ai dit c'est faux. Oufou est mort vraiment. Donc le pouvoir là, c'est éphémère. Donc il ne faut pas qu'on s'attache à ça. Le plus important là, c'est qu'on s'entende entre nous. Qu'on règle les problèmes. On peut se tromper, on peut faire du mal à l'autre. Mais il faut qu'on se mette ensemble pour se pardonner. Dieu a créé le pardon parce qu'il savait qu'un jour on aurait besoin de pardon. Faites la journée du pardon ici. Et rassemblez les uns et les autres. Faites l'union, faites l'unité.
faites la réconciliation. Cela fait 13 ans que Guillaume Soro a accordé son pardon à ses bourreaux. Là où il avait tout pouvoir de se venger, il a privilégié l'intérêt national. Par ailleurs, il n'a cessé de prôner le pardon et la réconciliation. À 5 mois des élections présidentielles, le tissu social reste toujours délétère. Que vont faire les tenants du pouvoir? Abaisser le climat ou attiser le feu? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cela fait exactement 13 ans qu'il y a eu cet attentat à Bouaké. Le thème autour duquel nous vous invitons à comprendre beaucoup de choses autour de cet événement, c'est 13 ans après l'attentat de Bouaké, la Côte d'Ivoire, toujours à l'épreuve de la paix et de la réconciliation. Nous allons donc parler de paix et de réconciliation avec nos deux invités que nous recevons aujourd'hui. J'ai à ma gauche Bidi Ignace, qui a la particularité d'avoir été l'un des passagers de ce Booker 100 qui avait été attaqué à cette époque à Bouaké. 13 ans après, qu'est-ce que cela vous fait, chers confrères, de savoir que vous avez échappé à la mort? Et pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi de loin, est-ce que vous pouvez raconter un peu brièvement ce qui s'est passé? Merci. Avant toute chose, je voulais donner ma compassion. On voit de ces familles qui va rien de qui ont perdu de l'être cher pendant toutes les crises. Parce que notre pays n'a pas de droit. Et particulièrement pendant cet événement du 29 juin 2007 à Bouaké. Revenir sur ces événements est un peu difficile, mais je fais l'effort. Difficile parce que nous avons vu tous des effets de force auxquels nous n'avons pas. Nous étions au nombre de 44 personnes dans le Fokker F-100, l'aéronef de l'État de Côte d'Ivoire. Nous partions d'une mission d'État avec le Premier ministre Guillaume Soro. Quand arrivé à Bouaké, à l'atterrissage de l'avion, nous avons d'abord applaudi l'arrivée qui s'est faite de l'introduction spéciale sur le pilote, ainsi que le lieutenant de Lazare. Tant que l'avion amorce son coulisse vers Rabat, et puis nous sentons des bruits sourds, nous sentons les secousses, et plus tard, nous entendons des voix graves, nous annonçons une attaque panique. Nous ne sommes pas militaires, nous ne sommes pas habitués à des armes, nous sommes journalistes, 11 journalistes précisément, des membres du cabinet du Premier ministre, et puis le personnel de l'armée de l'air, des policiers et autres. Nous avons eu la malchance de nous trouver peut-être là où nous ne devons pas être. C'est-à-dire que vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment, justement. Nous avons donc senti la fumée. Nous avons vu la fumée, l'appareil, partout, des cris pleurs, des pleurs. Et finalement, ce dont nous nous souvenons, ce sont ces images difficiles. À raconter dans le détail, c'est les corps qui ont été faits, les corps de nos compagnons Aujourd'hui, 13 ans après, comment est-ce que vous vous sentez quand vous rappelez ces événements? Vous avez quand même échappé à la mort. Oui, toujours peiné, mais nous disons Dieu merci. Nous disons, c'est nous qui sommes passés par là, Dieu merci. Mais en même temps, nous avons tapé pour ceux de nos compagnons qui sont restés dans 4 personnes, dont 2 membres de la garde à rapprocher, le ministre et 2 agents du protocole d'État. Nous sommes vraiment peignés et nous demandons pourquoi est-ce que ces événements ont arrivé, mais nous n'avons pas de raison. D'accord. Nous aurons le temps de venir avant et à l'âge sur ce qui s'est passé. Je connais, j'imagine que vous, citoyens, vous, enseignants, vous avez suivi les gens. Qu'est-ce que vous avez appris des attentats ce jour-là? Merci bien. Avant ce propos,
vous me permettrez de saluer le vaillant peuple de Côte d'Ivoire qui a vécu ce traumatisme. Féliciter toute l'équipe de GKS TV qui au quotidien travaille pour non seulement informer la famille soulouiste, mais informer également les Ivoiriens. Je les félicite pour cette heureuse initiative qui nous permet de nous replonger dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Effectivement, comme tous les Ivoiriens, j'ai appris ce jour-là l'attentat qui a visé l'avion du Premier ministre d'alors, son Excellence M. Guillaume Kibafouri Soro. Je me rappelle comme si c'était hier. J'étais à Odiné. J'étais à Odiné dans le cadre d'un événement non moins triste. J'étais aux obsèques de mon père, père à son âme. C'était un vendredi, si je ne m'abuse. J'étais même en route pour la prière, la grande prière de 13h30. L'information nous est tombée dessus. J'avoue que j'ai vécu ça avec beaucoup de frayeur. D'autant plus que, au-delà de la personne de Guillaume Soro, c'est la paix en Côte d'Ivoire qui était visée. Vous avez pensé au pire. Tout à fait. Imaginez-vous un instant, si ces esprits malveillants avaient atteint ce jour-là leur objectif, que serait aujourd'hui la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on serait déjà sorti de cette guerre? Ce n'est pas évident. Et donc, on nous a dit après qu'une enquête avait été ouverte, 13 ans après, qu'est-ce qu'il en est de cette enquête? On n'en parle pas grand-chose. On en parlera tout à l'heure. Okay. Monsieur Bidignas, est-ce qu'il y a un début de vérité sur cet attentat? Comme dit M. évidemment, le début de vérité sur lequel a été ouvert, et qu'elle a été conduite avec diligence et arrivée à terme de les résultats de cette vérité. Parler de vérité, je voudrais dire davantage à la fois membres de l'équipage, journalistes, administratifs et autres, n'avons pas mené l'enquête d'abord, nous ne sommes pas évidemment à part de ma confrère qui dit voilà les résultats que nous avons obtenus. Mais je me souviens qu'à l'époque, je me souviens avec le procureur avocat une enquête avait été menée, et puis ensuite, le Russie avait également l'opération des Nations Unies. La Côte d'Ivoire avait engagé des investigations. À quel niveau sont ces investigations? C'est le Russie qui les a engagées, qui n'a pas de résultats. Je pense qu'à leur niveau, au niveau local, il y a des choses à savoir. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, 13 ans après, pour ce lundi, est-ce qu'il y a une commémoration qui est prévue pour cet événement? Pas en tant que tel, mais l'émission à laquelle nous sommes justement, nous avons souvent fait des commémorations, mais pour cette année, nous n'avons pas. Qu'en dites-vous? Nous, c'est une association, l'amicale des membres de l'équipage, l'amicale Fouquet F100, Fouquet F100, non Fouquet 100, Fouquet F100. C'est une amicale qui est née en 2015, mais dont l'idée de la création est partie déjà même de Boaké, je explique. Après l'attentat, tous les rescapés, notamment les journalistes, s'étaient retrouvés et avaient mis cette idée de rester ensemble, n'est-ce pas, de partager des idées, de développer des idées, de cultiver l'entraide, de la solidarité. C'est ainsi que nous sommes partis du Boaké avec cette belle idée. Malheureusement, elle n'a pas été mise en forme assez tôt. C'est seulement en 2015 qu'après l'Assemblée générale. Pratiquement 8 ans après. Pratiquement 8 ans après l'Assemblée générale, nous avons mis en place cette association. C'est une association, c'est une association apolitique, d'accord, qui a pour vocation l'entraide sociale, qui a pour vocation le développement de projets civils, de projets de société. D'accord. Est-ce qu'il a été question d'indemnisation? Pendant la crise, pendant la révolution de la Chine,
l'indemnisation avec la CDR, donc dans sa troisième phase, 2006, et à notre niveau, nous avons constitué des suivis la CDR. Il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. Mais avant, déjà dans les années 2015, nous avons saisi l'assureur. Il nous a dit qu'il fallait que ce soit que ce soit l'État de Côte d'Ivoire qui mène la démarche, d'autant que nous étions en mission d'État, c'est-à-dire que nous étions un brief payé par l'État le temps de cette mission. D'accord. Les choses sont restées ainsi. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée aujourd'hui, de façon globale, de ce que deviennent les SAP? C'est vrai que, bon, l'ancien Premier ministre aujourd'hui va y partir avec le régime en place. Que deviennent les autres? Bon, pour ce qui est du personnel administratif, je dis le nombre de cabinet à l'époque, nombre de ces personnes sont encore en activité. Certains avec le ministre d'alors, le ministre de les journalistes sont à leurs différences, dans leurs différentes rédactions. Malheureusement, nous avons perdu en 2016 notre frère, 2018, notre frère camarade Brahima, qui est à la grande chancellerie. C'est ça. À part cela, nous voyons régulièrement, nous nous rappelons. Nous entretenons cette ambiance, cette relation. D'accord, on va revenir à tout à l'heure. Monsieur Koné, comment est-ce que vous analysez le fait que des journalistes, des membres de la primature qui accompagnaient le Premier ministre Soro en mission à Boaké sont victimes d'un attentat et jusqu'aujourd'hui ils ne sont pas indemnisés? Comment est-ce que vous vivez ça? Bon, c'est, comme je l'ai dit, les institutions ivoiriennes ont malheureusement ce défaut, je veux dire. D'abord, c'est à la justice de faire le travail, comme il se doit. La justice a ouvert une enquête. Et évidemment, les questions que toute personne se pose après un tel événement, c'est qui et pourquoi, d'accord, qui avait intérêt à tuer Guillaume Kibabou Soro et pourquoi. Évidemment, la première question, jusque-là, n'a pas trouvé de réponse. Il appartient à la justice de donner les résultats de l'enquête parce que ça fait quand même 13 ans. C'est ça. Pour la deuxième question, évidemment, la raison, elle est connue. Il s'agissait d'assassiner le processus de paix et de réconciliation qui était en marche. Et donc, chacun y va de ses supputations. Qui avait intérêt à voir la Côte d'Ivoire s'embraser à nouveau? C'est vrai qu'à cette époque, quand on se remet dans le contexte, les premières idées étaient certainement que cet attentat est lié aux guerres internes qu'il y avait en ce temps-là, au sein des forces nouvelles, le contrôle des forces nouvelles. Je ne vous apprends rien. Il y avait un camp rival interne qui cherchait le contrôle, notamment le camp IB. Tout de suite, beaucoup ont pensé que cela était lié à ces contradictions internes. D'autres ont certainement pensé que c'était, puisque nous étions dans une situation de belligérance, il y avait en face les adversaires que l'on sait. Bien sûr, beaucoup aussi ont dû penser que ça pouvait venir de ceux-là. Mais aujourd'hui, avec du recul et avec le temps étant le deuxième nom de Dieu, il est important aujourd'hui de penser à d'autres pistes. Je ne vous apprends rien. Si je dis qu'il y a des voix au sein des forces nouvelles qui se sont élevées pour dire qu'il y avait un camp politique qui certainement avait accusé à cette époque-là Guillaume Soro d'avoir trahi leur cause. D'accord. Donc autant de pistes qui nécessitent que la justice vraiment éclaire les Ivoiriens. D'accord.
Je me tourne encore vers vous, chers confrères. Selon vous, puisque vous avez quand même la qualité de journaliste, qui aurait eu intérêt à l'époque à éliminer le Soro? Peut-être toute œuvre humaine n'est pas forcément inaccumulable. Vous savez que quand on engage, nous étions à l'époque en pleine processus de réunification de la Côte d'Ivoire, c'est ça, et ce n'est pas un processus qui a tout le monde, que ce soit côté politique, que ce soit côté militaire, il va sentir que le processus n'arrivait pas forcément tout le monde. Qui, personnellement, tel individu, je me le dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ce qui est arrivé, c'est que l'action de Guillaume Soro de se rapprocher ou bien d'accepter le poste de Premier ministre n'a pas été appréciée par toute la classe politique, encore moins la classe militaire. Ici, il faut répondre à la question qui a envoyé à Guillaume Soro. C'est forcément D'accord. Vous êtes membre de l'amicale qui s'est mise en place quelques années après cet attentat. Quelles sont les démarches, c'est vrai que vous avez expliqué tout à l'heure, les démarches que vous avez menées en dehors de la CDBR vis-à-vis des autorités pour expliquer la situation des différentes victimes, parce qu'il y en a qui sont décédés. Quelles sont les démarches que vous avez menées auprès des autorités? Les démarches, à partir du moment où la CDBR a été mise en place par nous n'avons pas fait des démarches séparées. Nous sommes dans un premier temps référés à cette CDDR, selon le dialogue de conciliation, qui, pour nous, était l'interlocuteur idéal. D'accord. Mais avant, il faut dire qu'il était question aussi que les enfants des victimes soient pris en compte dans la bouche de l'état. Cette démarche a été également menée. Certains enfants, si je ne m'abuse, n'avaient pas encore été pris en charge. Je pense que ça ne peut pas tarder, puisque récemment, nous avons été informés que les familles avaient été saisies, de sorte que communiquer les statistiques de leurs enfants soient pris en compte dans ce chapitre. D'accord. C'est vraiment le résumé. D'accord. D'accord. Concrètement, pour cette année, qu'est-ce que l'amicale a fait? Ce que je disais tout à l'heure, nous n'avons pas d'activité en tant que telle. Nous avons opté pour une émission, pour parler avec les Ivoiriens, pour expliquer aux Ivoiriens. D'accord, l'émission, c'est la GKSTV qui vous invite. Justement, Et vous même à votre niveau, qu'est-ce que vous avez fait? Pas d'activité en tant que telle. Pas d'activité en tant que telle. Mais je dis, une émission est une aubaine, une occasion pour nous de marquer une pierre blanche pour cette commémoration, mais d'expliquer aussi un certain nombre de choses aux Ivoiriens. D'accord. Monsieur Kone, je me tourne vers vous en tant qu'enseignant, mais aussi en tant qu'acteur politique. Qu'est-ce qui se serait passé, selon vous, si le pied était arrivé ce jour-là? C'est-à-dire que si la cible principale avait été atteinte, si vous pensez qu'on aurait vécu la même situation que le Rwanda ou le Burundi? Ce n'est pas écarté. Ce n'est pas écarté, puisque Guillaume Soro était la pièce maîtresse de la sortie des crises. À l'issue des accords de Ouagadougou, il était clair que c'était lui qui conduisait le processus de sortie des crises. Et attenter à la vie de ce dernier, c'était vraiment assassiner ce processus-là. Et une fois ce processus assassiné, c'était vraiment l'aventure. Qui sait où on en sera aujourd'hui? On a vu le cas rwandais avec Juvenal Habyarimana, quand son avion a été abattu. Ça a été l'enfer. Et Dieu merci, comme on a l'habitude de le dire, Dieu a sa main sur ce pays certainement. Sinon, voyez-vous, d'abord, au sein même des forces nouvelles, il y avait des antagonismes. Qu'est-ce qui sera advenu d'abord au sein des forces nouvelles et qu'est-ce qui sera advenu du processus de paix qui liait les forces nouvelles au camp présidentiel à l'époque? Il y aurait certainement eu des déflagrations. Et Dieu seul sait où on en sera aujourd'hui. Selon vous, on n'en est pas arrivé jusque-là, nous ne sommes pas arrivés jusque-là, mais qu'est-ce qui a sauvé véritablement la Côte d'Ivoire?
qui a sauvé la Côte d'Ivoire, je dirais d'abord que c'est cette baraka divine qui couvre Guillaume Soro à tout instant. Et donc, c'est cette baraka qui a voulu certainement que Guillaume Soro sorte indemne de cet attentat. Et donc, je crois bien que nous aurions pu connaître le pire si cette baraka-là n'avait pas sauvé Guillaume Soro ce jour-là. D'accord. Monsieur Bidignas, je me tourne vers vous, vous qui étiez dans l'avion ce jour-là. Guillaume Soro, pendant 5 ans, au moins 5 ans, a été Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour l'éclatement de la vie? Selon vous? Non, en fait, vous savez qu'à un certain moment, la polémique, enfin, le comité de Guillaume Soro, avait dit laissez mon attentat faire. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que cette affaire d'attentat et la polémique, les accusations pêle-mêle, les soupçons ici et là, fassent ombrage à la mission qui lui avait été confiée. Je pense que c'est ça, d'accord. Il a souhaité qu'on n'en parle pas trop, qu'on laisse les enquêtes aller à l'hôtel, on laisse les autorités gérer ce qu'elles avaient à gérer en termes de réconciliation, en fait de lui permettre d'aller au bout de sa mission. C'est ce qui a été fait. Je ne pense pas qu'à son seul niveau, à son niveau, il n'ait rien fait véritablement pour que la vérité éclate. Et lui seul saurait l'utile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'en citons pas les résultats d'enquête. Je pense que lui seul saurait l'utile. Il a tous fait priorité à la mission qui lui a été confiée. Peut-être une autre personne à sa place aurait pu pas le faire. Mais je pense que quand on investit une mission nationale, une mission d'intérêt national, quel que soit ce qu'on subit, on ne doit pas être égocentrique, on ne doit pas se renfermer sur soi-même, on ne doit pas plaider son seul sort ou pleurer sur son seul sort. Du coup, il a été amené à faire priorité au processus de réconciliation nationale. Il avait beaucoup à faire. L'établissement des cartes nationales d'identité, d'abord le récupérement de l'administration judiciaire, l'établissement des cartes nationales d'identité, les élections. Il y avait beaucoup à faire. Fallait-il camper sur fallait-il se replier sur lui-même, pleurer son sort? Fallait-il retenir l'attention des Ivoiriens sur ce qui lui est arrivé? Non, il a opté pour l'intérêt national. Et je pense que cet intérêt national nous a amenés aux élections en 2010. D'accord. Est-ce que vous avez compris, M. Kodé, que Guillaume Soro, devenu, il est déjà Premier ministre, il n'est pas cherché, avec tous les moyens qu'il avait à la primature, de chercher à savoir qui étaient ses agresseurs? Bien, je pense que cela peut se comprendre. La priorité pour Guillaume Soro était d'aller organiser les élections, de conduire le processus vers la sortie des crises. Et donc, si ce dossier qui s'ouvrait devait interférer négativement sur le processus, je peux alors comprendre qu'il n'ait pas fait de cela une priorité. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une boîte de Pandore qu'il ne voulait pas aussi, non? Bon, je ne sais plus. Peut-être que lui seul pourra répondre à cette question. D'accord. Toujours est-il que, à la sortie de cet attentat, Guillaume Soro est devenu l'apôtre de la paix, de la réconciliation. Comment est-ce que vous analysez ça? C'est le politique qui a eu à gérer la Côte d'Ivoire, comme vous l'avez dit, en tant que Premier ministre pendant 5 ans. Ensuite, il a été le Premier ministre du président Alassane Ouattara. Il a donc une expérience des affaires d'État, une expérience de la vie en société, qui lance un appel à la réconciliation. C'est tout à fait normal, c'était tout à fait évident, dans la mesure où lui avait expérimenté un certain nombre de choses, de situations dont il avait tiré le son. Et dans sa position, il ne pouvait que venir appeler les Ivoiriens à aller à la paix, comme il a toujours dit. Il faut que nous laissions le passé derrière nous, mais que nous ne capitalisons pas nos rancœurs. Il est temps d'aller à la paix parce que nous avons chacun des implications
dans les différentes crises qu'a vécu notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, que Guillaume Soro lance un appel à la paix, moi personnellement, ça ne me surprend pas. Je vous dis, et d'ailleurs, d'autres acteurs politiques le font, mais en ce qui me concerne, c'est le résultat des expériences difficiles qu'il a vécues depuis, d'ailleurs, l'université, et ensuite, en sa qualité de Premier ministre, puis du président de l'Assemblée nationale, qui lance un appel à la paix. Je dis, c'est tout à fait énorme. D'accord. Est-ce que vous voyez, vous, comme le disent certains, de l'opportunisme derrière cette posture de Guillaume Soro? Non, pas du tout. Pas du tout. Et puis, ce n'est pas le nouveau. Si Guillaume Soro s'engage pour la paix, il n'a pas attendu 2013, 2014, 2015 pour s'engager dans la paix. L'accord politique de Ouagadougou en lui-même était déjà la volonté manifeste de l'homme de s'engager pour la paix. Et d'ailleurs, si on va plus loin, son engagement pour le combat armé était certainement motivé par la paix. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que la guerre n'a pas commencé en 2002. On vivait déjà avant 2002 une situation ni paix ni guerre, avec des massacres au quotidien. Les gens l'oublient. Élection 2000, octobre 2000, dès la prise de pouvoir du Grand Gbagbo, les cadavres jonchaient les rues d'Abidjan. Bien après, il y a eu des manifestations de rue de l'opposition, notamment du RP, qui ont été réprimées, qui ont fait des centaines de morts, des femmes violées. Donc les horreurs n'ont pas commencé avec la rébellion armée de Guillaume Soro. Ça, il faut que les Ivoiriens le sachent. Et d'ailleurs, ce sont ces massacres antérieurs qui ont certainement motivé l'homme à prendre les armes pour y mettre fin. Parce que, comme on a coutume de le dire, il faut une fin effroyable qu'un effroi sans fin. Telle était certainement sa philosophie. Et donc, l'homme a toujours été motivé par la paix, par l'humanisme. N'oublions pas son passé syndicaliste. Est-ce que c'est pas parce qu'il a échappé à une mort certaine, là, qu'il est aujourd'hui dans cette posture qui veut qu'il demande pardon, qui veut qu'il prenne la réconciliation? Oui. De toute façon, échapper à un attentat, forcément, est une leçon d'humilité. Pour tout homme censé sortir des preuves aussi terribles et terrifiantes, doit faire de l'homme un homme humble. Et certainement que toutes ces preuves ont fini par faire de l'homme un homme humble qui désormais cherche la réconciliation, la paix pour son pays. D'accord. Très chers téléspectateurs, tout à l'heure, comme cela a été indiqué, vous aurez l'occasion de poser des questions à nos deux invités. En attendant, je continue moi de leur poser quelques questions en votre nom. Ce midi, aujourd'hui, Guillaume Soro, depuis octobre, a déclaré sa candidature à la prochaine présidentielle. D'aucuns voient une similitude dans ce qu'il a vécu en ce jour du 29 juin 2007 et ce qui se passe aujourd'hui en RS. On sait tous qu'il est monté à l'exil. Est-ce que vous ferez la même lecture? Non, pas forcément. Vous savez que quand on embrasse la vie politique, l'activité politique, on l'embrasse avec des ambitions. Je ne pense pas que l'ambition de devenir président de la République un jour soit nouvelle pour Guillaume Soro. Je ne pense pas, puisque vous demanderez à n'importe quel acteur politique, mais qui est en politique, il s'était toujours présenté comme l'homme des missions. Oui, les choses viennent toujours selon des circonstances. Hein, en leur temps, j'allais dire. D'accord. Je ne pense pas que quand on a tout de suite embrassé une activité politique, une carrière politique, on commence par dire qu'on va être président de la République, on commence par faire cette promotion. On commence par déjà expérimenter un certain nombre de situations. On commence par se former. Comprenez? Et je pense que c'est au bout d'un cheminement, au bout de plusieurs activités, au bout de plusieurs expériences, qu'on finit par se décider selon la circonstance, selon les opportunités qui s'offrent à nous, pour affirmer son ambition. Je pense que c'est ce cheminement-là qu'il a fait, au bout duquel il s'est trouvé, et qu'il a dit à un certain moment, il faut que je déclare mon ambition, il faut que je
prenne des dispositions pour arriver au bout de ce que je dois obtenir. D'accord. Monsieur Koné, vous êtes, selon ce qu'on me dit, un très farouche partisan de Guillaume Soro. Est-ce que vous verrez une similitude entre ce qu'il a vécu ce 29 juin 2007 et ce qu'il vit aujourd'hui? Est-ce que vous verrez une similitude? Bon, il y a évidemment une similitude. C'est la preuve que l'homme est certainement taillé pour les épreuves. Les épreuves continuent pour lui, je pourrais dire. Hier, il a échappé à un attentat. Aujourd'hui encore, il échappe certainement à une mort certaine parce qu'on ne savait pas les motivations de ceux qui, le 23 décembre passé, ont déployé tout un bataillon sur le tarmac de l'aéroport pour l'attendre. Quel était leur objectif réel? Donc, ce 23 décembre-là m'a certainement fait penser au 29 juin 2007. Mais Dieu aidant, je parlais tout à l'heure de sa baraka légendaire. Le 23 décembre a encore été un coup foiré pour ses ennemis. Dieu est au contrôle, et je sais qu'il atteindra son objectif qui est d'apporter la paix à ce pays en briguant la magistrature suprême. Et je crois qu'il a toutes les chances. Mais avec ce développement, est-ce que vous avez le sentiment que les Ivoiriens ont quand même tiré les leçons de ce qui s'est passé? Malheureusement, non. Je dirais peut-être, bon, les Ivoiriens, ce serait quand même un peu généralisé. Mais la classe politique, une certaine classe politique, a malheureusement été incapable de tirer les leçons du passé. Et j'ai mal au cœur que ce soit le président Alassane Ouattara qui n'ait pas tiré les leçons de ce qui est arrivé. Certainement à cause de lui. Parce que il faut reconnaître que c'est son entrée dans la politique ivoirienne qui a vraiment provoqué tout ce remue-ménage au sein de la politique ivoirienne. Et donc, aujourd'hui, avec toutes les injustices que lui a subies, on avait vraiment espoir. Moi, vous avez dit tout à l'heure que je suis un défenseur farouche de Guillaume Soro, mais ce que les gens oublient, c'est que j'héritais aussi beaucoup plus avec le président Ouattara. Très tôt, j'ai rallié le RDR dès sa création. Ma carte de membre de janvier 1995 a en fait quoi? J'ai beaucoup de confiance au président Ouattara. D'abord le président Ouattara. Pour plusieurs raisons. Le profil de l'homme, et puis son administration en tant que Premier ministre de Côte d'Ivoire, lui donnait à espérer d'une gouvernance économique vraiment enviée s'il avait toutes les rênes du pouvoir en Côte d'Ivoire. Et son profil d'homme sur papier, d'homme instruit, d'homme civilisé, le banquier qui n'a rien de l'Africain, qui n'a rien d'un Sékou Touré ou d'un Mobutu Sese Seko, qui a fait toute sa vie dans les arcanes de la finance internationale. Vraiment, j'avais grand espoir que celui-là serait l'homme du changement en Côte d'Ivoire. Malheureusement, 8 ans, 9 ans après sa prise de pouvoir, force est de constater que la situation, en ce qui concerne la réconciliation, la situation de la Côte d'Ivoire n'est pas plus enviable qu'en 1999 ou en 2000 ou en 2001. D'accord. Voilà. D'accord. Je me tourne vers vous, M. Bidignat. Est-ce que vous pensez que 13 ans après, la Côte d'Ivoire a tiré les leçons de cet attentat? Nous le venons quand même de loin. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de délivrance. Aujourd'hui, nous avons les cartes nationales d'identité, qui viennent d'ailleurs d'arriver à l'expiration, mais qui ont la validité des projets. Nous ne nous regardons plus véritablement en chien de faïence, mais nous avons des Ivoiriens ont quelques récriminations les uns contre les autres, d'accord? Récriminations nées exacerbées même par la dernière crise que nous avons vécue en 2010. Est-ce que les Ivoiriens ont tiré des leçons de
de ce que nous avons vécu 13 ans avant? Oui et non, dans la mesure où souvent fois nous avons entendu, même les observateurs de la situation politique en Côte d'Ivoire dire que beaucoup reste à faire. Même les acteurs politiques disent que beaucoup reste à faire. Beaucoup, c'est dans le sens de réconcilier véritablement les Ivoiriens, faire en sorte que quand il y a un conflit, même pas encore un conflit, quand il y a des frictions, les Ivoiriens ne recourent pas tout de suite à la violence, ne recourent pas tout de suite à se faire justice eux-mêmes, mais à recourir au mécanisme traditionnel de règlement des conflits. Si cette base-là, nous n'arrivons pas à retourner à cette base, alors nous devons véritablement échouer. Est-ce que les Ivoiriens tirent véritablement les leçons de ce qu'ils ont vécu, surtout des différentes crises? Il faut dire effectivement, avec les observateurs, que beaucoup reste à faire, parce que certaines personnes, de part et d'autre des camps rivaux, campent encore leur position. Ils pensent que la réconciliation ne peut pas s'accompagner d'impunité et forcément il faut passer par la justice. Mais quelle forme de justice? Il faut s'accorder sur certaines choses avant de dire que véritablement les Ivoiriens ont tiré des leçons des crises qu'ils ont vécues. Comment vous voyez l'avenir? L'avenir, dans 5 mois, il y a une présidentielle à laquelle les Ivoiriens sont appelés à participer, de partager. Comment est-ce que vous voyez cet avenir à la lumière de tout ce que la Côte d'Ivoire traverse comme crise? L'espoir de tous les Ivoiriens, c'est de passer surtout l'élection de 2020 dans la tranquillité, dans la paix. Une élection inclusive, parce que c'est là un véritable point qui, s'il n'est pas bien abordé, pourrait entraîner beaucoup de choses. Pourquoi je dis la classe politique, une frange de la classe politique recuse l'arbitre qui est la CEI, la Commission électorale indépendante. Une frange de la classe politique recuse le code électoral. Il y a beaucoup de récriminations, beaucoup de réserves. Mais je pense que tout cela doit pouvoir amener les acteurs politiques, principalement les acteurs politiques, puisque ce sont leurs décisions qui influencent la société ivoirienne. Tout cela doit amener la classe politique à se ressaisir, à rentrer en elle-même, à se rencontrer et à trouver le juste milieu, de sorte à permettre aux Ivoiriens d'aller aux élections et de passer ce cap-là dans la paix. D'accord. Abi Dama, à votre niveau, comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir? Je pose la même question que j'ai posée tout à l'heure à mon second invité. Comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir? Comment j'entrevois l'avenir? Si Guillaume Soro, candidat déclaré au soutien de Dr. qui est rentré en exil, pensez-vous que la présidentielle peut se passer sans votre leader? Nous ne l'imaginons pas. Et voilà pourquoi nous avons encore espoir. On est encore à 4 mois des élections. Je pense que la sagesse va habiter le pouvoir remplacer. Ils ont vécu cette situation. Mais par la force des choses, ils ont été candidats. Au bout des sacrifices. Oh combien? Concrètement, qu'est-ce que vous espérez du pouvoir? Qui lève les mesures de mandat d'arrêt, par exemple, et du contre Guillaume Soro? Il n'est pas tard. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il est encore temps pour eux de revenir à la raison et de se laisser habiter par la sagesse. Parce que contraindre les adversaires à l'exil pour avoir un boulevard pour son candidat, pour son poulain, je crois que c'est trop risqué. Parce que ça crée des frustrations. Et les frustrations, on sait dans ce pays où ça peut conduire. L'histoire nous parle. Tirons les leçons du passé. Nous avons connu la guerre. Toutes les nations, comme toutes les nations d'ailleurs, les grandes nations de ce monde aujourd'hui ont traversé des moments difficiles. Je dirais même que la guerre est un peu comme une crise de croissance. Et chaque nation doit pouvoir tirer des leçons pour rectifier le tir. Ça fait quand même bientôt 30 ans que nous sommes dans ces choses-là. Et on y demeure.
président Ouattara, malheureusement, est arrivé pratiquement au terme de son contrat, de son bail avec le peuple ivoirien. Je n'attends plus grand-chose de lui que d'ouvrir le jeu politique, le jeu électoral, et que les Ivoiriens, comme en 2010, se choisissent librement un président de la République. D'accord. Votre mentor, Guillaume Soro, quels sont les compromis qu'il est prêt à faire dans la perspective du soutien d'octobre 2020? Quels sont les compromis qu'il est prêt à faire? Vraiment, je ne saurais répondre à cette question. Lui seul, certainement, pourrait répondre à cette question. Donc, vous savez, c'est un homme de compromis. Il est prêt. Par le passé, il a montré au monde qu'il est un homme de compromis. L'accord politique de Ouagadougou, il fallait vraiment un homme fort pour s'y engager. Vous voyez ce que ça a failli lui coûter. Et donc, il n'est pas fermé au compromis. Je crois que tout dépend de ceux d'en face. Il appartient à Ouattara de faire des compromis, d'appeler tout le monde à la table de négociation. Il s'agit seulement d'appeler à la table de négociation. Vous pensez que c'est encore jouable, ça? Je pense que c'est encore jouable. L'espoir est permis. D'accord. Je me tourne vers vous, Ignace, vous en tant que journaliste, observateur de la scène politique. Qu'est-ce que les acteurs politiques devraient faire à 5 mois de la présidentielle pour assurer les images? D'abord, on touche la contexte de l'appel à la négociation. Dans la mesure où, comme eux-mêmes ils le disent, comme ils le répètent chaque fois, il y a trop d'indices qui préoccupent la société ivoirienne. Trop d'indices, justement ces indices ne sont autres que leur divergence. Donc c'est différentes positions qui font qu'ils ne peuvent pas trouver le juste milieu. Je pense qu'il est temps, à présent, que les conciliabules, que les tractations les amènent à justement rassurer. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait par exemple une intervention extérieure comme on en a connu, un médiateur par exemple? Pas vraiment, pas vraiment. Vous savez, la Côte d'Ivoire ne doit plus être à ce stade de donner l'impression à l'extérieur qu'elle ne peut plus gérer ses affaires internes. Vous savez, quand on a eu l'eau ici en Côte d'Ivoire pendant 8 ans, près d'une dizaine d'années. Oui, une dizaine d'années, fait que nous avons été plastiquement placés sous tutorat diplomatique, politique. Est-ce que nous devons encore revenir à une telle situation? Mais il est important pour des élections inclusives, il est important pour un brassage des populations que les uns et les autres prennent leurs responsabilités, comprenez, afin que c'est le carrefour auquel nous allons, c'est-à-dire les élections auxquelles nous allons, ne soient pas des élections dont sortira des heures, desquelles sortiront des heures. D'accord. Je ne pense pas que les médiations doivent encore venir pour nous maintenir dans de longues transitions, pour nous maintenir dans des situations de hyper-guerre, pour nous maintenir dans des situations auxquelles les populations, qui angoissent d'ailleurs les populations, vous comprenez? Parce que quand c'est comme ça, véritablement, à la base, personne ne sait ce qui se passe, sinon les discours officiels. Et on est tous les populations sont toutes angoissées. Je ne pense pas que nous pouvons vivre ces choses-là. D'accord. Ce sont des acteurs qui se connaissent depuis très longtemps, qui savent jusqu'où peuvent aller au niveau des compromis. Et je pense qu'il est temps, il est vraiment temps qu'ils libèrent les populations, qu'ils prennent des décisions qui peuvent véritablement permettre aux populations d'être soulagées. Comme par exemple, occasionner des élections inclusives, puisque c'est ce que toutes les populations attendent. Chacun veut voter celui qui l'intéresse, permettre aux Ivoiriens d'avoir les cartes nationales d'identité, permettre aux Ivoiriens de pouvoir faire le papier administratif tranquillement, permettre aux Ivoiriens de vivre librement, légalement, mais pas encore permettre aux Ivoiriens de croire à une puissance étrangère qui viendra résoudre les problèmes locaux. D'accord. Est-ce que ça, ce n'est pas tard pour dérouler tout ça? On est à 5 mois de la présidence. Il n'est jamais trop tard pour le faire. D'accord. Nous allons nous tourner du côté justement des Ivoiriens. Ils ont certainement des questions à poser à nos deux invités. Très bien. Il y a un petit remue-ménage sur le plateau. Et nous allons y arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Donc la première question que nous avons de nos téléspectateurs, entre les camps Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, qui avait le plus intérêt à voir Guillaume Soro éliminé? Je vous pose en premier la question en tant que compagnon d'infortune de Guillaume Soro ce 29 juin 2007. Dias, selon vous? J'allais dire que c'est une question assez complexe, difficile, mais on peut y répondre facilement. Si l'un des camps avait intérêt à éliminer l'autre, pourquoi serait-il allé à des discussions depuis le Togo, depuis Accra, ensuite en Afrique du Sud, à l'Inamakousi, en Afrique du Sud? Je ne pense pas qu'il faut poser le terme en termes d'élimination d'un acteur politique. D'accord. Je ne pense vraiment pas qu'il fallait poser le terme. D'accord. Je vous pose la même question à moi. Selon vous, entre les grands Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, qui avait le plus intérêt à avoir qu'il soit le plus? Moi, je vois plutôt trois pistes. D'accord. Il a dit tantôt. La piste interne aux forces IB, d'accord. la piste Gbagbo et la piste RDA aujourd'hui. D'accord. Parce que je l'ai dit, de voir aujourd'hui au sein des forces de l'ex-force nouvelle, nous disent que certainement c'est le RDA qui avait à l'époque aussi intérêt à éliminer Guillaume Soro, qui, à leurs yeux, aurait trahi la cause. Et donc, je sais, 33,33% pour les trois camps, 33,33% pour le RDA, 33,33% pour Gbagbo et 33,33% pour l'IB. Voilà. Donc, seule une enquête donc, pourrait vraiment nous situer. Il faut que les Ivoiriens sachent la vérité. Et ça, c'est à tous les niveaux. Hein. Voilà pourquoi je pense que le cas de la sortie des crises en Afrique du Sud, avec la commission vérité et réconciliation, pourrait nous inspirer. Vous voyez, moi je préfère le tribunal de la vérité au tribunal pénal. Je m'explique. Quelle est la différence entre Une commission, chacun vient dire, ça n'a pas de responsabilité. Et en échange, on lui offre l'amnistie. C'est comme ça s'est passé en Afrique du Sud. On pourrait expérimenter ça en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai dit je préfère le tribunal de la vérité au tribunal pénal. Voilà, il faut encourager les Ivoiriens à parler et à leur promettre l'amnistie. Mais il faut qu'on tire les leçons de notre histoire. Chaque peuple se nourrit de son histoire pour avancer. Si on ne sait pas là ce qui s'est passé, quelle a été la part de responsabilité des uns et des autres, de tous les camps politiques? Parce qu'aucun camp politique aujourd'hui ne va dire que lui, il n'a pas sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Directement ou indirectement, tout le monde a contribué à la déflagration. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cet internaute qui dit qu'il est persuadé que Guillaume Soro a une idée de ce qui s'est passé et qu'il est temps qu'il dise la vérité? Il a une idée de ce qui s'est passé. Guillaume Soro a une idée de ce qui s'est passé. Il doit certainement connaître ses agresseurs. Ah, bon, là, par rapport à l'attentat de Boaké, je ne suis pas un devin pour savoir si Guillaume Soro sait les auteurs. Il est difficile vraiment de répondre à cette question. Est-ce que vous pensez, Bidigna, que Guillaume Soro a plus ou moins une idée de ceux qui sont à la base de cet attentat et qui réussissent de dire la vérité? La seconde partie de la question, je peux plutôt dire que, pas qu'il refuse de dire la vérité, vous savez que une certaine vérité peut aussi durer une situation donnée. D'accord. C'est certainement passagesse. Il sait un certain nombre de choses parce qu'il était à un niveau de responsabilité qui lui permettait quand même, à son seul niveau, d'engager ou d'essayer des investigations. Qu'est-ce qu'il prouve qu'il ne l'a pas fait? Je vais le dire. Mais je pense que le Premier ministre, il ne faut pas rester les bras croisés. Il n'a pas pu rester les bras croisés. Il a pu faire quelque chose. Il a pu faire quelque chose. Pas parce que je sais. D'ailleurs, je ne sais pas. Mais il a pu faire quelque chose. Il a pu se renseigner. Il a pu avoir des éléments, des informations. Pourquoi est-ce qu'il n'en parle pas? Mais bon, je veux dire, sa responsabilité ne lui permet pas certainement de mettre sur la place publique un certain nombre d'éléments qui pourraient envenimer les choses. Il y a aussi cela. Il y a un autre internaute qui nous demande
Après avoir été victime de l'attentat du 29 juin et de tout ce qu'il a subi après, y compris jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que Guillaume Soro est dans une posture de quelqu'un qui regrette aujourd'hui tout ce qu'il a fait? Il regrette. Regretter d'avoir peut-être été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale? Non, pas du tout. Il peut regretter peut-être la page noire de la rébellion. Il a toujours assumé la rébellion. Et il y a un regret, évidemment. Parce que s'il n'y avait pas de regret, il ne serait pas à demander pardon aux Ivoiriens. Il demande continuellement pardon. C'est qu'il y a forcément un regret pour cette page triste. Mais pour ce qui est de ses responsabilités en tant que Premier ministre, je crois qu'il n'a pas à regretter, puisqu'il a fait son travail comme il se devait. D'accord. En main de maître, il a conduit le processus de sortie des crises. Et il a offert à la Côte d'Ivoire la première élection véritablement démocratique, ouverte et libre. Donc, à ce niveau-là, je crois qu'il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret à ce niveau. D'accord. Il y a une internaute qui nous demande également est-ce que son combat pour la paix et la réconciliation n'est pas voué à l'échec, étant entendu que les autres acteurs politiques ne sont pas à ce niveau avec lui? À ce niveau, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur la même longueur Ils ne sont pas en phase avec lui. Non, c'est la paix et la je réconciliation. ne pense pas que l'action politique engagée par Guillaume Soro soit déjà pour l'échec. Je ne pense pas. Pour l'échec, ça veut dire que Guillaume Soro a cessé, tout acteur politique à sa place, certainement, a cessé de faire, de prôner son idée, a cessé toute activité dans le sens de l'appel à la paix. Or, jusqu'aujourd'hui, le Premier ministre Guillaume Soro ou l'ancien président de la République Guillaume Soro continue, De l'Assemblée nationale. de l'Assemblée nationale, continue de prôner la paix. Il continue de demander pardon. Donc, je ne sais pas, l'internaute, est-ce qu'il a pu mesurer le niveau d'échec de tout ce qu'il a entamé comme action de paix, sur quoi il se base pour dire que les actions menées par Guillaume Soro sont arrivées à le terme que plus rien ne peut en sortir. D'accord. Il y a un autre internaute, c'est une question à laquelle vous avez répondu tout à l'heure, mais qui revient, donc j'aimerais vous la poser. Est-ce qu'il n'y a pas de similitude entre le 29 juin 2007 et le 23 décembre 2019? Il y a certainement similitude dans la forme. D'accord. Mais pas dans le Et fond. certainement dans l'esprit. D'accord. Parce que dans les deux cas, il s'agissait d'avions qui devaient atterrir. D'accord. Le premier a atterri a été bombardé, le deuxième, heureusement, n'a pas eu le temps d'atterrir et a été avisé à temps. Et a donc s'est orienté ailleurs. Mais l'intention, certainement aussi. Bon, qui sait, avec des hommes armés sur le tarmac, ils ne savaient pas ce qu'ils espéraient faire à la vue de l'avion de Guillaume Soro. D'accord. Vous, Bibias, quel est votre avis? C'est la question de l'internaute. Est-ce que vous voyez une similitude entre le 29 juin 2007 et le 23 décembre 2017? J'avais dit que les images se ressemblent, sauf que quelques éléments il manquent. D'accord. Comme il a indiqué, il n'y a pas eu de bombardement, il n'y avait pas véritablement d'hommes embusqués, mais l'issue est pratiquement la même. C'est-à-dire qu'empêcher Guillaume Soro, certainement, d'arriver à sa fin, c'est-à-dire de rejoindre ses partisans ou, de regagner la Côte d'Ivoire, quelque chose dans ce sens-là. D'accord. D'accord. À vous, évidemment, ancien du RDR, puisque vous avez confirmé que vous étiez militant de première. Pourquoi, selon vous, c'est une question d'internaute également, pourquoi, selon vous, le RDR en veut aujourd'hui à Guillaume Soro? Le RDR en veut à Guillaume Soro. Si vous en savez quelque chose. Je peux vous dire que le RDR, dans son entièreté, les militants du RDR n'en veulent certainement pas à Soro. Nous étions tous militants du RDR, d'accord. Il n'y a qu'à voir l'autorité, même lors des grandes manifestations populaires. Guillaume Soro a été toujours le plus applaudi des cadres du RDR. C'est dire que les militants de base du RDR n'ont rien contre Guillaume Soro. Ceux qui ont péché comme Guillaume Soro, c'est certains cadres qui ont des agendas cachés.
D'accord. Eux qui voient Guillaume Soro en un obstacle à leur agenda. D'accord. Voilà, c'est là que... Est-ce que Guillaume Soro lui-même n'avait pas un agenda caché? Il nous a révélé seulement comme un octobre dernier. Est-ce qu'il n'avait pas un agenda caché? Il était au sein du RDR. Quand il était au RDR, il n'a jamais émis l'intention d'être candidat. Il a fallu que le RDR le pousse à la peur des cadres. Le président du RDR, ses collaborateurs, le pousse à la porte pour que Guillaume Soro se ravise du corps. Comme il est ainsi, je vais continuer à servir mon pays, mais je vais chercher le tabouret présidentiel pour continuer à servir mon pays, pour servir la paix à mon pays. Paix que le RDR n'a pas pu servir à la Côte d'Ivoire. Il est donc en mission. Son ambition actuelle d'être président est une mission. Il a commencé cette mission. Il a donné des institutions crédibles à la Côte d'Ivoire. L'institution présidentielle, pour la première fois, a été démocratiquement élue. Ça, c'est à la tête de Guillaume Soro. Malheureusement, ce pouvoir qu'il a accouché par la clarté, la transparence des élections, aujourd'hui a dévoyé les faits même pire que le pouvoir président. Et donc, cette fois-ci, il ne s'agira pas pour lui de prendre les armes. Qu'est-ce qu'il met de l'ordre. Il va à la quête de l'électorat. Il va à la quête des voix pour prendre le pouvoir, pour prendre le fauteuil, pour mettre les choses à l'endroit que le RDR a mis à l'envers. D'accord. 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 Je pense qu'il y a plus de questions de nos internautes. Il y a plus de questions de nos internautes. Et ça tombe bien puisque nous arrivons pratiquement au terme de cette émission. Nous allons faire un tour pour vous demander, vous évidemment, citoyens ivoiriens, avec ce qu'on a connu, c'est-à-dire l'attentat de Poitiers, quel est l'espoir que vous formulez pour la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire qui va aux élections dans 5 mois. Je formule, à l'instar de mon champion, de mon mentor, je formule des vœux de paix, de réconciliation, de pardon pour notre pays. La Côte d'Ivoire, on doit cela aux Ivoiriens, la classe politique doit cela aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont été suffisamment traumatisés par la classe politique. Il est temps qu'ensemble, que toute la classe politique entame des discussions véritables. Que M. Ouattara, le président Ouattara, pour les 4 mois qui lui restent, fasse l'ouverture. J'aurais même voulu qu'on commence par une constitution consensuelle. Le temps ne nous permet plus. Mais pour ce qui est des autres aspects, il est temps qu'il s'asseye. On peut encore réformer la CEI, on peut encore discuter de tout ce qui est cadre juridique des élections. Est-ce que tout ça ne va pas amener à un glissement du calendrier électoral? Non, je ne crois pas. 4 mois, je ne crois pas. Si on devait encore aller à l'adoption d'une nouvelle constitution, cela forcément aurait préjudicié à la date indiquée pour les élections. Mais pour ce qui est des autres aspects, je crois que le temps encore nous permet d'aller s'asseoir et de discuter véritablement pour trouver un cadre consensuel pour aller à ces élections. Ouattara a encore le temps pour sortir par la grande porte de l'histoire. D'accord. Je continue de l'apprécier. Hein. D'accord. Et je souhaite pour lui qu'il sorte par la grande porte de l'histoire et de sortir par la petite porte. D'accord. À vous, 2 questions, disons une question à 2 volets. En tant que rescapé de cet attentat-là, quels sont les espoirs que vous formulez pour vos compagnons qui étaient dans l'avion, ceux qui sont décédés, qui ont leur famille? Quels sont vos espoirs? Et deuxièmement, en tant que journaliste, c'est la même question que j'ai posée à Abidjan tout à l'heure. Comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir pour la Côte d'Ivoire à l'aune de tout ce qu'on a connu comme crise? Nous, membres de l'amicale OPF100, n'attendons pas, je veux dire, les politiques pour faire ce qui nous incombe
tant que... Est-ce que vous souhaitez par exemple être reçu par le président de la République? Bon, pas forcément cela. Pas forcément cela. Mais nous sommes assignés une mission. Nous sommes assignés un rôle, celui d'amener nos compatriotes à comprendre que pour le règlement d'une situation de conflit, on n'a plus besoin de recourir à la violence. C'est pourquoi nous avons mis en place une amicale apolitique qui s'est donnée aux missions de parler, de sensibiliser et de mobiliser les Ivoiriens à la paix. Nous avons pris cet engagement depuis 2017 et nous continuons de nous battre pour faire aboutir cette mission. Qu'est-ce que nous attendons des autorités ivoiriennes? Qu'est-ce que nous attendons des acteurs politiques? Eh bien, enfin qu'ils se mettent d'accord, parce que la population n'est que trop stressée par leurs hésitations, par les animosités qui se font, par les divergences qui les opposent. Ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, c'est qu'enfin nous puissions aller à des élections qui ressemblent à des élections vraiment apaisées, dans des élections inclusives, qu'appellent de tous leurs vœux les observateurs de la situation politique ivoirienne. Des élections à partir desquelles la Côte d'Ivoire prendra un nouveau débat. Parce que figurez-vous que depuis 2007, il n'y a véritablement pas eu d'élections après lesquelles il n'y a pas eu de friction, après lesquelles il n'y a pas eu de rancœur, après lesquelles il n'y a pas eu de division. Est-ce que nous allons continuer à vivre cette situation angoissante? Est-ce que nous allons continuer à vivre de façon incertaine? Je pense que le temps ne nous permet plus d'hésiter. Il est bon que les politiques aillent véritablement à des compromis, même les plus impensables, mais qui aillent à des compromis. Ce n'est plus le moment de camper ses réserves, ce n'est plus le moment de camper son refus d'aller les uns vers les autres. Il faut qu'il libère les populations ivoiriennes. Merci beaucoup. Merci. Très chers téléspectateurs, dans l'espoir que nous avons partagé avec vous des moments qui vous ont permis de comprendre ce qui s'est passé, les différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues, et d'espérer en des lendemains meilleurs, nous voudrions vous dire merci de nous avoir suivis durant tout ce temps. Nous prenons rendez-vous pour le prochain numéro de C'est pas normal.